Il est 17h30. Je vous propose qu'on commence ce webinaire qui est prévu pour 1 heure, donc qui nous conduira jusqu'à 18h30. Alors, c'est un format, compte tenu du nombre de participants inscrits, malheureusement moins interactif que d'autres arènes de discussion. Donc, on vous propose de plutôt poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. Et on aura deux séances d'échange à la suite du témoignage de Sisteron, puis à l'issue des interventions de Madame la députée et des directeurs généraux. Et enfin, cette session est enregistrée et elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube Petite Ville de demain. Donc, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'habitat dans mon projet urbain, un indispensable. C'est un webinaire qui est l'introduction de la 2e semaine thématique du Club des Petites Villes de demain, qui est consacrée à l'habitat. C'est une semaine qui a été construite avec l'Agence nationale de l'habitat et la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Et vous avez tout au long de la semaine plusieurs rendez-vous, par exemple sur l'habitat indigne ou la rénovation énergétique de l'habitat privé. Il y a plusieurs prises de parole aujourd'hui, donc témoignage croisé État-collectivité à Sisteron, une intervention de Madame Dubos, donc députée de la Gironde, et puis les interventions des directrices et directeurs généraux de l'ANA, de la DGALN et de l'ANCT. Mais avant cela et surtout, Madame la ministre en charge du logement nous fait le plaisir d'introduire cette séquence. Merci beaucoup, Madame la ministre. Et il ne me reste plus qu'à vous laisser la parole pour ces propos introductifs. Merci beaucoup. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Parfait. Donc, bonjour. Ravie d'être là en visio, à défaut qu'on puisse un jour reprendre le cours normal de nos existences dans des séminaires où on se voit vraiment. Ravie d'être là pour parler des petites villes de demain. Je voudrais commencer par remercier la NCT, à la fois Juliette Auricoste et puis son directeur général Yves Le Breton, d'organiser ces semaines thématiques et d'ailleurs de porter en général le programme Petites Villes de demain parce que je pense que c'est très utile. Je voudrais saluer Christelle Dubos, avec laquelle j'ai eu vraiment le plaisir de travailler dans la période précédente et dont je connais l'engagement sur ces sujets. Et puis saluer, et c'est un panel finalement assez féminin, ce 8 mars, et j'en suis ravie, Stéphanie Dupuy-Lyon pour la DGALN et Valérie Bancret-Taylor pour l'ANA. En fait, c'est important d'avoir cette semaine pour l'habitat dans le programme Petite Ville de demain parce que l'habitat, je pense, est l'un des sujets les plus importants avec 4 dimensions que je voudrais citer. La première, c'est que ces petites villes sont souvent avec un gros enjeu de réhabilitation du parc privé. Pour en avoir visité maintenant un certain nombre, la dernière étant la semaine dernière à proximité du Mans. Le premier sujet, c'est souvent la réhabilitation d'un parc privé vieillissant pour lequel les propriétaires n'ont pas toujours les moyens de faire. Et du coup, c'est vraiment important qu'on puisse mobiliser les moyens de l'ANA en matière de rénovation énergétique en mobilisant les moyens type MaPrimeRénov' par exemple ou MaPrimeRénov' copropriété, mais plus globalement sur la lutte contre l'habitat indigne, sur la lutte contre l'habitat insalubre, parce que la première reprise, c'est la reprise des bâtiments de centre-ville qui, dans un certain nombre de cas, ont besoin d'un coup de pouce pour que quelqu'un s'en occupe, qu'on aille à la rencontre des propriétaires. Et ça mène à un deuxième enjeu qui est vraiment important, qui est la mobilisation des logements vacants. On a récemment lancé un appel à manifestation d'intérêt pour voir si un certain nombre de villes en France étaient intéressées par ce sujet. On a reçu beaucoup de candidatures, 250 candidatures, on n'en attendait pas autant. On va essayer de soutenir au moins en ingénierie toutes les villes candidates. Ce sont souvent des petites villes ou des villes moyennes. J'ai eu l'occasion de passer du temps à Vire il y a quelques mois pour en discuter avec les élus. C'est très concrètement à l'échelle hyper locale, dans ce tissu urbain, qu'on arrive à agir sur la mobilisation des logements vacants qui va avec la réhabilitation du parc privé, parce que souvent ce sont des propriétaires pour lesquels les logements sont devenus vacants parce que c'est une succession, parce que quelqu'un est parti et les propriétaires ne savent pas comment remettre sur le marché des biens qui par ailleurs sont souvent en mauvais état. Donc c'est une deuxième dimension, je pense que ça sera abordé, qui me paraît vraiment importante. La troisième dimension, c'est l'adaptation au vieillissement. Là aussi,
parce qu'on a souvent dans ces villes des populations qui vieillissent, c'est des populations qui veulent rester à domicile, et par ailleurs, c'est un objectif de politique publique que de permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible dans de bonnes conditions. Donc là encore, l'ANA joue un rôle important. Je voudrais aussi citer le travail qui se déclenche actuellement sur l'habitat inclusif. Je voudrais saluer la mobilisation de Jacqueline Gouraud sur ce sujet, mais aussi de Brigitte Bourguignon et de Sophie Cluzel, où on a tenu récemment un comité de pilotage de cet habitat inclusif. Surtout, nous avons créé dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale une nouvelle aide à la vie partagée qui permet de solvabiliser le fonctionnement de programmes d'habitat inclusif, et je pense que c'est très important. C'est de l'habitat partagé pour des personnes âgées avec des services qui permettent d'être en intermédiaire entre le maintien à domicile classique et l'hébergement, enfin l'installation en établissement spécialisé type EHPAD, et je pense que c'est très important. Et puis enfin, il y a l'aménagement et l'accompagnement de la réhabilitation d'îlots entiers insalubres dans les centres-villes, qui est un sujet qu'on retrouve souvent dans les opérations programmées chères à l'ANA. Donc voilà, l'habitat dans les petites villes de demain, je pense que c'est l'un des enjeux les plus importants avec l'activité commerciale et le dynamisme commercial. À travers cet habitat, c'est aussi rendre ces villes encore plus attractives pour tous les types de populations. C'est aussi, à travers le retour des commerces, recréer une animation de proximité, mais on peut aussi penser aux tiers-lieux. Et je pense que les tiers-lieux ont toute leur place dans cette réhabilitation, cette reconquête des petites villes. Cette brique sur les petites villes de demain était très attendue après Action Cœur de Ville. Elle est maintenant lancée depuis septembre dernier sous l'initiative de Jacqueline Gouraud. Et je pense que l'échange de bonnes pratiques sur l'habitat, je voudrais aussi saluer monsieur le maire de Sisteron, qui je crois participe à la table ronde qui va démarrer. L'échange de bonnes pratiques sur l'habitat, ça sera un élément très utile pour nous permettre d'avancer vers des objectifs de reconquête et puis surtout de qualité de vie. Je voudrais finir par là. Je pense que notre enjeu maintenant, c'est de montrer qu'on peut bien vivre à chacune des échelles en France, bien vivre notamment dans des villes, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites, parce que les villes, finalement, c'est quand même ce qui fait la synthèse entre la nécessité de ne pas consommer trop d'espace naturel, la volonté de vivre ensemble et une volonté de qualité de vie de plus en plus forte. On a lancé avec la DGALN un programme qui s'appelle « Habiter la France de demain ». Je cherche à faire émerger 100 endroits en France dans lesquels il fait bon vivre, dans lesquels on a résolu les contradictions, densité, aménagement du territoire, qualité de service, accès à la nature, qualité de vie. Et les petites villes de demain en font partie. Donc, je serais ravie de voir émerger des démonstrateurs dans cette catégorie des petites villes de demain. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne table ronde. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir pu dégager du temps dans votre agenda chargé pour introduire cette semaine thématique sur l'habitat et replacer les enjeux majeurs liés qui lient intrinsèquement revitalisation des petites centralités, habitat et qualité de vie à tous les âges et pour tous et toutes. Peut-être, si vous me le permettez, je vais passer tout de suite la parole aux témoignages à Sisteron, puisque nous avons 3 intervenants qui vont revenir sur l'histoire de requalification de cette commune, avec Jean-Christian Grimaud, donc directeur général, Jean-Charles Minetto, directeur général des services techniques à ses côtés, et puis Raphaël Chalandre, chef du service Habitat de la direction départementale des territoires des Alpes de Haute-Provence. J'imagine que c'est Monsieur Grimaud qui engage la partie. Peut-être un petit point, vous avez 15 minutes à tous les 3 et je serai contrainte de vous rappeler à l'ordre sur le timing si jamais vous n'y a dépassé, afin qu'on puisse arrêter à 18h30 comme promis. Merci par avance. Monsieur Grimaud, je vous laisse la parole si vous êtes bien là. Madame Ricoste, merci. Ça y est, vous m'entendez bien. Merci beaucoup. Merci donc pour cette invitation. C'est un honneur de présenter, bien entendu, l'expérience de la ville de Sisteron dans ce cadre-là. Un honneur de présenter l'exemple sisteronais auprès de ma ministre directement et auprès des instances de l'Agence nationale de la cohésion du territoire, de l'ANA et de tous les partenaires ici présents
Donc, merci pour cette invitation. Même si nous n'avons pas la prétention d'être un exemple parfait, loin s'en faut, c'est vrai que nous avons toujours plaisir à partager cette expérience cisteronnaise. Et c'est dans ce sens que nous avons répondu favorablement à votre invitation. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter donc, la stratégie générale, enfin de commencer par la stratégie générale de redynamisation du cœur de ville de Sisteron. Comment ça a été pensé, comment c'est arrivé, toute une histoire. Mais avant ça, donc, je vais simplement rappeler que Sisteron, c'est une petite ville des Alpes d'Haute-Provence de 8000 habitants, avec une position stratégique et considérée depuis toujours comme un point de passage majeur entre la Méditerranée et l'Italie du Nord. Sisteron bénéficie d'atouts non négligeables, que ce soit son patrimoine naturel exceptionnel, un patrimoine architectural d'une très grande valeur avec la citadelle bien connue, et une activité économique et industrielle très importante avec un site de production de Sanofi. Comme de nombreuses villes qui furent d'anciennes places fortes, Sisteron, à travers les siècles, s'est développé entre un éperon rocheux sur lequel a été construite la citadelle et le lit de la Durance en contrebas, ce qui fait que la trame urbaine est extrêmement dense et qu'elle est maillée par des rues principales qui suivent des courbes de niveau et des rues traversantes étroites et extrêmement pentues parfois. La principale conséquence de cette configuration complexe fut, dès les années 90 et dans les années 2000, une lente dévitalisation et un processus engagé de paupérisation avec de très nombreux logements vacants, avec une prédominance de locataires aux 3/4 et des ménages à faibles ressources. Aussi, dès les années 2000, les conclusions d'une étude de requalification urbaine a convaincu la municipalité à cette époque-là d'engager une politique volontariste de revitalisation du centre ancien selon 6 axes. Le premier d'entre eux, ça a été la lutte contre l'habitat indigne, bien évidemment, hein, qui est le fondement de toute revitalisation du centre ancien dans nos cités. La requalification des espaces publics, avec la mise en valeur aussi du patrimoine. Le troisième axe, c'est la redynamisation des commerces, comme le rappelait Madame la ministre. Le quatrième axe, c'est le développement des mobilités. Le cinquième axe, le choix de privilégier systématiquement le cœur de ville, dans toute politique, implantation, autre. Et le sixième axe, la préservation des équilibres entre le cœur de ville et la périphérie. Donc, je reviendrai sur le premier axe, hein, donc c'est la lutte contre l'habitat indigne et la rénovation des immeubles. Cet axe a été développé avec l'idée de reconquérir les immeubles les plus dégradés, d'accompagner la rénovation de l'habitat et d'aider les propriétaires en organisant notamment les copropriétés. Dès 2008, une mousse a été mise en place qui s'est traduite par la prise de 17 arrêtés d'insalubrité, dont 7 irrémédiables, et 5 arrêtés de péril. En 2010, c'est une opération RHI qui a été mise en place avec 3 immeubles traités et 25 logements sociaux créés. En 2017, c'est une OPA-RU qui a été mise en œuvre. À ce jour, 55 dossiers ont été aidés pour 1,25 million d'euros de travaux hors taxes réalisés. En 2021, c'est une opération Tirori qui va commencer avec la création de 13 logements étudiants et d'un commerce. Le deuxième axe de cette politique de revitalisation du cœur de ville, ça a été donc la requalification des espaces publics et la mise en valeur du patrimoine. Selon 4 orientations. D'abord, mettre en valeur les éléments du petit patrimoine, comme les andrones. Hein, ce sont des passages que l'on retrouve entre 2 rues, hein, avec 2 courbes de niveau. Hein, ça permet d'aller et venir entre les niveaux de la ville, sous l'habitat, ainsi que le développement, par exemple, des opérations façades et toitures qui ont été largement subventionnées au cours des 10-15 dernières années. La deuxième orientation aura été d'aérer le tissu urbain par l'aménagement de placettes dès que c'était possible, avec des nouveaux lieux publics, hein, pour faciliter le lien entre les habitants. Ça a été aussi donc de relier les quartiers en favorisant les cheminements piétons. Ça c'est notamment les andrones.
et de contenir le stationnement et la circulation aussi, pour éviter la présence trop importante de l'automobile. Le troisième axe de cette politique, ça a été la redynamisation donc, des commerces et la promotion de la vocation touristique de la ville. Alors, il faut savoir que l'analyse de l'activité commerciale du centre-ville a mis en évidence, dès la fin des années 2000, de grosses difficultés des commerces, avec des commerces exigus, des loyers élevés. Dès lors, dès 2010, un plan d'action a été mis en œuvre. Il faut savoir qu'en 2010, le taux de vacances des commerces a voisiné les 20% sur la ville. Aujourd'hui, ce taux a été redescendu à 4%. Donc, ce plan d'action qui a été mis en œuvre, c'est d'abord en 2012 et en 2014 le lancement d'un FISAC qui a permis la modernisation d'une trentaine de commerces, la mise en œuvre d'outils de communication nouveaux, l'animation et le soutien à l'association des commerçants qui comptait là aussi en 2012 45 commerçants et qui aujourd'hui compte 120 commerçants. Le deuxième élément qui est en faveur de la redynamisation du décommerce, ça a été l'acquisition et la rénovation de 10 commerces pour accueillir des artisans d'art. Il a été aussi créé 3 magasins de test afin d'aider des porteurs de projets avec des loyers aidés. La labellisation de la ville avec un label Ville et métiers d'art qui va avec l'accueil des artisans d'art et le classement station de tourisme qui ont été obtenus tous les deux en 2014 et avec l'objectif de profiter de l'attractivité de la citadelle puisque la citadelle accueille entre 80 et 90 000 visiteurs par an. Enfin, la mise en valeur des zones piétonnes avec une volonté d'embellissement de l'espace public ont été privilégiées au cours des 10 dernières années. Le quatrième axe de la politique de revitalisation de la ville, ça a été aussi donc, de développer les mobilités et les connexions interquartiers, notamment par le développement d'un service de transport urbain et en facilitant les déplacements vers le cœur de ville sans la voiture. Résultat, aujourd'hui, nous avons 25 000 usagers de ce service-là par an qui utilisent donc ce moyen de transport. Viendront plus tard, puisqu'il y a une volonté, le développement d'une application de covoiturage et la mise en œuvre d'un plan vélo. Le cinquième axe de cette politique, ça a été donc le choix assumé de privilégier le cœur de ville pour l'animation et l'implantation des services publics locaux. Ça aussi, hein, c'est important, on l'oublie trop souvent. Privilégier les animations et ces implantations en cœur de ville, c'est aussi un marqueur fort, alors même que ces solutions n'étaient pas forcément les plus faciles et les moins coûteuses. Je vous donne l'exemple, par exemple, à Sisteron, le centre des finances publiques a été aménagé en plein cœur de ville, alors qu'il aurait pu s'installer ailleurs sur le territoire de la commune, à des coûts moindres, bien évidemment. Des salles d'exposition, il y a un musée de France qui s'est développé en plein cœur de ville, et l'organisation des principales manifestations se fait en cœur de ville. C'est un choix assumé, c'est plus complexe, ça ennuie parfois le voisinage, etc. Mais c'est un choix assumé, puisque l'espace de vie, c'est d'abord le cœur de ville. Le sixième et dernier axe de cette politique, ça a été la volonté de préserver les équilibres entre le cœur de ville et la périphérie. En 2010, Sisteron a ouvert à l'urbanisation une zone commerciale au nord de la ville, après avoir résisté aux sirènes de la grande distribution pendant plus de 30 ans. La condition posée, le contrat passé avec la population à cette époque fut clair. Pour chaque euro investi par la collectivité sur la zone commerciale, l'engagement avait été pris d'investir le même euro en cœur de ville. C'est ainsi que la ville a investi en 10 ans plus de 15 millions d'euros et parce que les équilibres trouvés demeurent précaires, vous le savez, Sisteron entend faire le même effort pour la prochaine décennie, notamment grâce au dispositif Petite Ville de demain, dont nous avons eu le plaisir d'être retenus. Voilà donc en préambule, j'ai en terminé, voilà donc en préambule, c'est vrai, la stratégie globale qui a été mise en œuvre à Sisteron depuis 10 ans, une stratégie, vous avez vu, multi-levier, qui, comme vous avez pu le constater, relève
toutes les composantes interreliées de l'aménagement du territoire et de la ville en général. Voilà ce que je pouvais vous apporter en vous donnant peut-être la parole après à mes collègues qui auront plus un œil technique. Merci beaucoup, Monsieur Grimaud. Effectivement, il nous semblait particulièrement intéressant d'avoir votre témoignage très ancré dans les contraintes et les atouts de Sisteron et avec un projet extrêmement complet qui illustre bien, d'une part, la variété des leviers mobilisables par rapport à l'habitat que vous avez largement su faire jouer et il reste encore, on est là aussi dans le cadre du programme pour vous aider à poursuivre en ce sens et puis vraiment d'intégrer cette réflexion sur l'habitat à l'ensemble de ce qui fait le dynamisme d'une ville et de bien considérer le tout comme un ensemble cohérent. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que Monsieur Chalandre, de la direction départementale des territoires, souhaite apporter peut-être un éclairage côté service de l'État sur cette stratégie très intégratrice? Oh, pas pour l'instant, je compléterai tout à l'heure. Je laisse tout de suite la parole à Jean-Charles Minetto. D'accord. Monsieur Minetto, je vous en prie. Peut-être, je suis désolée, je sais que c'est un peu frustrant, mais on aura l'occasion de revenir dans la semaine dans d'autres rendez-vous. Du coup, il nous reste 5 minutes environ pour le reste de la présentation. Je crois qu'on va passer directement sur l'OPARU. Je crois que c'est le point le plus important. On peut vite aussi parler des opérations publiques, notamment l'opération qui est très importante, c'est l'opération RHI multisite sur 3 sites qui a été fait au centre-ville, qui a permis de réaliser donc 25 logements sociaux, de réhabiliter 2 commerces et aussi de créer un espace public qui a accueilli le musée gallo-romain qui a été fait sur Sisteron. C'est une opération qui a été un petit peu symbolique sur la ville, puisqu'on a eu pas mal de personnes qui sont venues de toute la France voir un petit peu ce type d'opération-là. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au départ, donc, le fait générateur un petit peu sur lequel on s'est basé, c'était l'étude pro-opérationnelle qu'on avait réalisée en 2003 avec le cabinet Cadar, et qui nous a permis de cibler déjà, dès cette étude, les îlots qu'il fallait un petit peu réhabiliter et un peu la stratégie qu'il fallait mettre en place, notamment dans le cadre de la réqualification des espaces publics. Donc, en ce qui concerne l'OPH, donc s'il faut y aller assez vite, donc l'OPH, donc elle découle un petit peu de cette politique globale qui a été mise en place à partir de 2003. Il faut dire qu'il y avait déjà une OPH-RU qui avait été faite dans les années 80 et qui avait donné d'assez bons résultats. Et on s'est aperçu à travers la mousse qu'on avait réalisée à partir de 2008 qu'on avait trouvé quand même un nombre de logements dégradés et en mauvais état très important, ce qui nous a amené à lancer donc une étude pro-opérationnelle en 2015 et qui s'est traduite par une convention qui a été signée entre les différents partenaires en 2016 avec l'ANA, la région, la CAF et le département des Alpes-de-Haute-Provence. Et donc, depuis 2017, depuis janvier 2017, on a cette opération d'OPH qui a été mise en place et qui fonctionne. On est rentré dans la 5e année de fonctionnement. Donc, cette opération d'OPH a 4 axes principaux. Je vais vite vous les donner. Axe 1, c'est la requalification des espaces publics et la mise en valeur du patrimoine. Ça reprend un petit peu ce qu'avait dit Jean-Christian Grimaud dans son préambule. Donc, dans cet axe, on avait 5 actions qui étaient programmées. C'était de poursuivre et développer l'opération façade des toitures, parce que c'est une opération qu'on a mis en place déjà depuis une vingtaine d'années sur la ville de Sisteron. Mais là, on a quasiment décidé de doubler le montant des aides façade des toitures dans le cadre de l'opération OPH. Il y avait favoriser les liens entre quartiers, recomposer le tissu urbain et mettre en valeur les espaces publics majeurs. Donc ça, c'est 3 actions qui se regroupent un petit peu, puisque ça nous a permis de requalifier donc des rues complètes, de requalifier des endroits, et puis aussi de faire des acquisitions de bâtiments en ruine pour y créer des placettes, redensifier
aérer un petit peu ce tissu urbain qui était très dense et créer des espaces un petit peu conviviaux au sein de l'espace public. Tout dernièrement aussi, on a fait l'acquisition d'une friche commerciale qu'on a démolie complètement pour créer un espace public pour l'accueil des jeunes enfants. Et puis, dernier point des actions, c'était de mettre en valeur le patrimoine architectural de la ville. Donc là aussi, on a une opération qui s'est faite sur une chapelle qui s'appelle la chapelle des missionnaires de la Croix, qui est un bâtiment inscrit, qui est l'auditorium de l'école de musique, qu'on a réhabilité dernièrement. Donc, sur cet espace, sur cet axe 1, donc depuis 2017, la commune a investi 2 millions d'euros de travaux pour justement accompagner l'opération d'OPH. Le deuxième axe, c'est la reconquête des immeubles les plus dégradés via une intervention sur les îlots et sur l'habitat indigne. Donc là, ça s'est traduit donc, par 4 actions. La première, c'est de définir des enjeux sur les immeubles, les îlots en mauvais état. Donc on essaie de continuer en permanence à travers des réunions que l'on mène avec le service d'habitat et d'urbanisme du département et Raphaël Chaland notamment, de définir des îlots sur lesquels on pourrait éventuellement prolonger des opérations, soit des opérations RHI, mais plutôt des opérations de tirerie sur des immeubles qui sont assez importants en propriété unique ou en copropriété. La deuxième action donc, de cet axe, c'est de poursuivre donc, les opérations de LHI et de mousse qu'on avait déjà commencé, donc qu'on continue depuis 2008. Une autre action aussi importante, c'est d'accompagner les propriétaires dans les projets de réhabilitation de logements très dégradés. Et aussi, même chose pour les copropriétés. Donc là, ce sont des dossiers qui sont quand même relativement lourds, avec un investissement assez important au niveau des équipes d'animation pour l'opération d'OPH. On a quand même sorti 2 gros dossiers. Donc, il y a un dossier que vous verrez qui est dans le PowerPoint. Ça s'appelle l'immeuble Beroy, qui est en cours de finition. C'est des opérations sur des gros bâtiments qui étaient quasiment en état sur lesquels il y avait des arrêtés de péril qui avaient été pris et pour lesquels les propriétaires étaient dans l'incapacité de réhabiliter ces immeubles-là. Voilà, vous voyez l'immeuble Beroy avant, l'immeuble Beroy après. Donc, c'est un chantier qui est complètement en cours de finition. Il reste encore quelques câbles enlevés et des façades un petit peu à reprendre. Les aides de l'ANA, les aides que la commune, l'ANA et tous les différents partenaires de la convention ont pu donner ont permis de sortir ces opérations-là. L'opération Beroy, c'est le propriétaire a quasiment investi 250 000 euros de sa poche et a bénéficié quasiment de 80 000 euros de subventions. On a une autre grosse opération qui s'est faite sur le quartier de la Coste, où le propriétaire, lui, a investi près de 350 000 euros de travaux. Il a pu bénéficier de plus de 100 000 euros de travaux d'aide sur les travaux. Donc, c'est des opérations qui nous ont permis de sortir des immeubles qui étaient quasiment en état de ruine, sur des immeubles même de qualité. Le quatrième axe, c'était donc c'est à un niveau un petit peu plus léger, donc c'était de favoriser. Le troisième axe, c'était de favoriser la venue et le maintien des habitats au centre-ville. C'est un petit peu ce que disait Madame la ministre, c'était d'aider les gens à se maintenir chez eux, donc de créer des aides sur les dossiers d'adaptation. Adaptation, c'est transformation de salles de bain, amélioration des accès dans les bâtiments, dans les cages d'escalier. C'est aussi des aides aussi pour les mises en conformité électriques, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de bâtiments qui avaient des conformités électriques qui étaient déplorables. Et puis aussi, ça a aussi permis d'améliorer de manière sensible les travaux sur l'énergie pour réduire justement les frais pour ces propriétaires ou ces locataires, les frais de chauffage sur leurs habitations. Et puis un dernier point, et qui à mon sens est très très important, c'était l'axe aussi, le quatrième axe, c'est l'accompagnement, la sensibilisation et l'information des propriétaires et des usagers des copropriétés. Donc là, on a aidé donc un certain nombre de copropriétés sur le centre-ville à s'organiser. Donc aujourd'hui, on a réussi à organiser 42 copropriétés, alors qu'à l'origine, sur le prévisionnel,
on était parti sur 20 copropriétés. Et en fait, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Et surtout, c'est qu'à partir du moment où les copropriétés sont organisées, ça génère derrière, à travers l'axe précédent, des aides au niveau des copropriétés pour des réhabilitations globales de toiture, des réhabilitations de façade, des dossiers énergie aussi, et puis des mises en conformité, ne serait-ce que sur l'accessibilité des parties communes ou autres dossiers. Donc c'est un dossier qui est assez important pour une opération OPH. Donc, le bilan, un petit peu, si on fait un peu le bilan, chiffré, donc, depuis 2017, donc, il y a 151 visites qui ont été réalisées sur les habitations, sur le centre-ville, qui ont généré 140 rapports de visite, 69 évaluations thermiques et 68 grilles de dégradation qui ont été réalisées. Et donc, ça a généré donc, ces dossiers aujourd'hui, entre les dossiers qui ont été agréés par l'ANA. Donc, c'est 1 250 000 € de travaux qui ont été réalisés sur le centre-ville, avec des aides qui ne sont pas négligeables, puisqu'elles représentent à peu près 42% des aides proviennent de l'opération OPH. Donc, l'ANA qui a financé à hauteur de 150 000 €, la ville 170 000 €, la région 60 000 €. Et puis, on a d'autres partenaires qui sont venus se greffer. Il y a Action Logement, notamment l'an dernier, et en particulier pour des opérations d'accessibilité pour les personnes âgées, et les caisses de retraite aussi qui ont pas mal financé ce type d'action. Voilà, et donc un taux de participation qui n'est pas négligeable, puisque ça représente 42%, 42% des taux de participation pour les aides aux travaux. Et ça a généré, donc ça a permis à 57 entreprises de Sisteron ou dans l'immédiat, à moins de 30 km de Sisteron, de travailler sur la ville. Donc ça a généré aussi une activité économique qui n'est pas négligeable par les temps qui courent. Voilà. Merci beaucoup. J'ai été assez rapide. Et puis, on peut constater sur les photos, à la fois dans les chiffres que vous nous avez donnés et sur les photos, l'ampleur des résultats que vous avez déjà obtenus. Bravo. Monsieur Chalandre, on est vraiment un peu juste sur les horaires. Est-ce que je peux me permettre juste peut-être, si vous pouvez du coup peut-être dire le mot de la fin sur le témoignage sur Sisteron et peut-être revenir dans les questions si ça ne vous dérange pas? Pas de problème. Je dis un mot sur ce que l'État a pu apporter dans l'opération de requalification. Donc, sur tout ce qui est opération publique, il y a des financements spécifiques accordés par l'ANA au titre de la résorption d'habitat insalubre qui permettent de restructurer des îlots bâtis complets et d'aider les communes bailleurs sociaux en ce sens-là. Donc, la commune de Sisteron a bénéficié de plus de 2 millions d'euros de subventions pour ça. Autant dire que jamais un propriétaire privé n'est en capacité d'investir de telles sommes en centre ancien, et rarement une commune est capable de le faire toute seule. Au titre du logement social, c'est un deuxième levier, c'est-à-dire que quand on crée des logements sociaux en centre ancien, ce sont des opérations difficiles et on essaye de financer au maximum de ce que nous permet la loi nos bailleurs sociaux. Donc à ce titre-là, plus de 900 000 € ont été accordés aux bailleurs sociaux Habitation de Haute-Provence. Donc ce sont deux leviers importants pour tout ce qui est opération publique. Et dernière chose sur la lutte contre l'habitat indigne, donc la direction départementale des territoires conduit des travaux d'office en centre-ville lorsque les propriétaires refusent obstinément de réhabiliter malgré des arrêtés et les aides de l'ANA. Et donc ces travaux d'office, on a eu pratiquement de mémoire 13 opérations de réaliser. Ce sont des opérations, ça peut aller de la mise en conformité électrique à des travaux complets de plus de 200 000 € sur des immeubles. Évidemment, on recouvre les sommes engagées. Et donc, le but, évidemment, c'est participer à l'amélioration du bâti, éviter que des immeubles insalubres viennent gangréner les immeubles mitoyens, etc., etc. Donc, en ça, ces trois leviers permettent d'accompagner la commune, les opérateurs et les privés, en plus de l'OPA-RU, à réhabiliter le centre-ville de Sisteron. Et je pense que les résultats se voient aujourd'hui. C'est important, pour reprendre un petit peu ce que dit M. Chalandre, c'est le lien qu'il y a entre les services de l'État et les services de la commune.
Il faut qu'il y ait des liens qui soient extrêmement étroits, et c'est ce qui se passe ce qui s'est passé pour Sisteron, et ce qui nous a permis justement d'arriver à sortir des opérations qui, à l'origine, n'étaient pas évidentes, notamment, je pense aux opérations de RHI, les 3 opérations RHI, où il a vraiment fallu, qu'on serre les coudes et qu'on fasse corps pour justement arriver à sortir des opérations qui, comme l'a rappelé Raphaël, si la puissance publique n'était pas intervenue sur ces opérations-là, aujourd'hui, on aurait un tas de ruines sur des bâtiments qui sont tous accolés les uns aux autres, avec les risques aussi structurels que ça risque d'induire sur les bâtiments voisins. Donc, ça nous a permis de créer des zones d'ancrage sur le centre ancien qui ne sont pas négligeables. Merci beaucoup pour ce témoignage croisé. Mes excuses pour le caractère un peu court, mais on aura probablement l'occasion d'approfondir dans d'autres cercles. Et merci infiniment pour ces éléments. On a plusieurs questions dans le fil de questions-réponses qui vont plutôt être abordées, je pense, par notamment Madame la directrice générale de l'ANA sur des questions plus de levier possibles. On a quelques questions peut-être pour vous, messieurs. Alors, Stéphanie Etienne qui nous dit « Merci pour cette présentation. Vous avez parlé d'acquisition par la commune. Avez-vous eu des aides pour ces acquisitions ?» Et une autre question peut-être un peu plus globale. Quel fut le montant d'investissement public sur ces 20 ans? Alors, je ne sais pas si vous avez une vision. Vous savez que je vous avez donné des éléments par axe. Je ne sais pas si vous avez une idée de l'effort global que ça a consisté depuis le début de votre démarche de requalification. Madame Ricoste, oui. Juste pour vous dire, à la fin de mon intervention, je vous ai rappelé que pour ce qui concerne la commune de Sisteron, c'est 15 millions d'euros qui ont été investis au cours des 10 dernières années. Voilà. Merci. Je reportais les questions, mais donc ça répond à une des questions. Merci beaucoup. Pour la première question concernant le financement des acquisitions, dans le cadre du dispositif RHI de l'ANA, on finance un déficit d'opération et le déficit, c'est acquisition plus travaux de grosses œuvres en dépenses et en recettes, la valeur des plateaux nus. Donc la réponse, c'est oui, les acquisitions peuvent être financées à travers ce dispositif-là, dispositif qui est conditionné par la prise d'arrêté de péril ou d'insalubrité sur les immeubles, donc des immeubles extrêmement dégradés. Parallèlement aussi, on a eu des financements pour les acquisitions, pour les opérations RHI et Tirori, des aides de la région PACA, qui finançaient dans le cadre. Alors au début, c'était un autre volet de financement. On avait des financements à hauteur de 40% sur le montant des acquisitions. Merci beaucoup pour ces retours. Alors, en balayant rapidement les questions, j'ai l'impression qu'ensuite, ça porte peut-être sur des questions d'ordre plus de quels leviers sont disponibles. Donc, je vous propose de passer sans attendre aux intervenants suivants et éventuellement de revenir aux questions plus spécifiques au cas sistéronnais en fonction des questions qui pourraient surgir. Donc, donc, nous avons un très beau panel et merci beaucoup à vous quatre de vous être libérés. Donc, vous avez, je suis désolée, c'est très contraint comme exercice, 5 minutes chacun pour intervenir et nous vous proposons quelques pistes de questions pour vous lancer. Donc, je vais commencer par Monsieur Yves Le Breton, donc directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, s'il est avec nous normalement. Oui, bonsoir Juliette. Bonsoir. Et donc, est-ce que en 5 minutes, donc, si vous pouviez nous balayer quel soutien l'agence entend apporter au travers d'un outil comme le club des petites villes de demain, par exemple, et puis pourquoi parler d'habitat finalement au sein du programme Petites villes de demain dès aujourd'hui. Bon, on a tous une petite idée sur la question, mais on aimerait bien entendre votre point de vue sur cela. Merci Juliette. Bonsoir à toutes et tous et notamment aux participantes à cette table ronde, puisque je m'aperçois que sur cette deuxième partie du club, je suis le seul représentant de l'autre sexe. Donc en cette journée du 8 mars, comme le soulignait tout à l'heure Mme Bargon. Alors je vais essayer d'être bref. Effectivement, d'abord pour vous dire que
évidemment Petite Ville de demain, qui est le premier programme porté et estampillé par l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est une création récente au 1er janvier 2020. Pour nous, l'apport se situe sur tout ce que l'ANCT peut offrir aux collectivités territoriales comme appui de l'État dans la mise en œuvre de leurs priorités. Alors, et donc, ça s'exprime comment? D'abord, ça s'exprime par un apport en ingénierie très direct au travers de la participation au financement des chefs de projet, mais aussi en ingénierie sur les différents dossiers qui pourront être mis en œuvre dans le cadre de Petites Villes de demain. C'est aussi un apport méthodologique, comme on le fait ce soir, sur les grands thèmes qui sont ceux de ce programme Petites Villes de demain. Et je l'occasion de revenir à votre invitation, Juliette, sur le sujet de l'habitat, parce qu'on voit qu'il est central dans un programme de revitalisation de centralité comme Petite Ville de demain. Et puis aussi 2 mots de cette idée de club des villes, puisque nous sommes persuadés que la contractualisation entre l'État et les collectivités locales est fondamentale, que cette contractualisation elle a un côté un peu vertical, mais qu'elle doit s'accompagner évidemment d'un travail très horizontal de relations entre les collectivités, de coopération entre les collectivités elles-mêmes. Et un programme comme Petite Ville de demain, c'est l'occasion de mettre en place une communauté d'élus, une communauté de professionnels de la ville qui échangent entre eux les bonnes pratiques, les difficultés rencontrées, comme on le fait ce soir, et qui en dégagent des modalités d'action. Et en ce sens, je crois qu'avec tous nos partenaires du programme Petite Ville de demain, nous ferons œuvre utile en mettant sur pied cette idée de réseau et de communauté. Alors, pour répondre à la deuxième partie de votre question, pourquoi s'intéresser dès maintenant au sujet d'habitat? Parce qu'on voit qu'ils sont essentiels, et la ministre Emmanuelle Wargon le rappelait tout à l'heure, ils sont essentiels dans un programme de revitalisation de centralité. Petite Ville de demain est je dirais, inspiré d'Action Cœur de Ville, qui est lancé en 2018, qui a été le premier programme dès avant la création de l'agence sur ces sujets de centralité. Et on a vu tout de suite que les questions d'habitat, c'est-à-dire comment on résorbe l'habitat indigne, l'expérience de Sisteron est particulièrement intéressante sur ce que ça représente très concrètement en termes de traitement d'îlots dans les centres-villes. Donc, pourquoi résorber l'habitat indigne? D'abord pour offrir aux habitants existants des conditions de vie meilleures, et puis aussi pour faire revenir d'autres populations qui ont quitté les centralités et qui peuvent être intéressées par une nouvelle offre de logement plus conforme à leurs attentes. Donc ça, c'est une idée majeure. On sait qu'un des sujets auxquels sont confrontés les villes moyennes et les petites villes de PVD, du programme Petite Ville de demain, c'est les pertes de population. Donc, travailler sur l'habitat, c'est tout à fait fondamental. C'est aussi s'adapter aux évolutions des populations. On le sait, notamment les questions liées au vieillissement. Comment offrir une offre de logement qui corresponde à la réalité de nos concitoyens. Donc, tout ça sont des sujets très, très concrets. Qui nécessitent un partenariat large entre les différentes collectivités locales, entre les services de l'État. Moi, je salue aussi la présence d'un représentant de la direction des territoires, parce que ce sont des services autour du préfet de département, qui est le délégué territorial de l'agence. Les services préfectoraux, les services des directions départementales interministérielles sont essentiels pour la réussite des programmes portés par l'agence. Et puis, dernier élément que je souhaitais signaler, c'est évidemment le rôle des parlementaires. Moi, je remercie beaucoup Madame la ministre Dubos d'être avec nous ce soir, parce qu'il y a aussi une question de rencontre entre les problématiques locales et puis ce qu'un parlementaire peut porter au niveau national en termes d'évolution des législations et de liens entre le corpus législatif tel qu'il est élaboré au niveau national et puis évidemment les problématiques portées au niveau local dans le cadre des programmes, notamment des programmes de l'ANCT. Voilà, je ne serai pas plus long parce que je souhaiterais aussi évidemment laisser de la place notamment à Stéphanie et à Valérie sur les sujets donc très liés à l'habitat et au logement que portent l'ANA et la DGALL. Mais voilà ce que je pouvais dire en tant que directeur général de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Merci beaucoup pour votre concision dans ces propos pour lancer le tour de table. Je vais passer la parole à Madame Stéphanie Dupuy-Lyon. Donc, vous êtes directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature. On souhaitait vous entendre, si ça vous convient, sur quels sont pour vous les principaux enjeux
des politiques de l'habitat dans les petites villes, dans ces petites centralités de moins de 20 000 habitants que rassemble le programme. Ok, alors merci de votre accueil. Alors, je vais essayer aussi d'être rythmée et rapide, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Alors peut-être, comme l'a souligné notre ministre Emmanuelle Wargon en introduction, les petites villes, les petites villes sont des territoires vraiment qui illustrent aujourd'hui nos principaux enjeux de politique nationale de l'habitat. Et ça, c'est pas forcément spécifique. Ce qui est spécifique, c'est autre chose, c'est la situation, l'adaptation et peut-être la fragilité et le rôle de ces petites villes, justement, dans les territoires et dans les bassins de vie qu'elles occupent. Alors, je voulais quand même reciter ces grands enjeux de politique nationale qui sont des enjeux autant des grandes villes que des petites villes. C'est la question de la rénovation énergétique, la rénovation de l'habitat dégradé, les questions de réhabilitation, restructuration du parc de logement, parc social, mais surtout parc privé pour les petites villes, l'adaptation des logements, bien entendu, au vieillissement de la population, ça a été dit, mais pas seulement. C'est aussi post-crise Covid, l'adaptation de l'habitat à de nouvelles populations, à des fondamentaux qui ont changé, notamment en matière de télétravail, d'organisation du travail, qui fait que voilà, on a des enjeux de mutabilité du bâti, de réversibilité, et puis comme Madame la ministre l'avait mentionné, des enjeux importants de lutte contre la vacance. Donc ces enjeux, comme je le dis, ils sont nationaux pour les politiques de l'habitat et pas forcément spécifiques aux petites villes. Les petites villes, elles jouent un rôle essentiel de polarité dans les bassins de vie dans lesquels elles sont. Et là, ce qui est très important, c'est de pouvoir avoir l'accompagnement de la part de l'État et des opérateurs qui soit vraiment adapté. Et c'est bien tout l'enjeu d'un programme comme Petite Ville de demain. Alors peut-être pour faire écho au témoignage sur le fond, pour faire écho au témoignage de Sisteron, et je remercie les équipes qui ont présenté, à la fois les élus et les services de l'État qui ont présenté ce témoignage, qui est un très beau témoignage et de très belles initiatives. C'est que je pense qu'il faut vraiment insister sur le lien entre l'habitat, les politiques de l'habitat et d'aménagement, et l'intérêt du traitement à l'îlot. On l'a dit déjà, voilà, l'habitat est un indispensable des petites villes. On a aussi dit que c'était un point central, mais en fait, ce n'est pas suffisant. Et donc, en fait, mettre en perspective le traitement à l'îlot a permis notamment à Sisteron de requalifier son centre ancien, voilà, et a permis en fait de créer, à la fois de restructurer en profondeur des logements insalubres, de créer de nouveaux logements, d'aménager un lieu culturel, de créer un musée, de faire de la réhabilitation lourde d'immeubles patrimoniaux. Et donc vraiment, ce qui est pour moi important comme message, c'est de pouvoir créer de nouveaux usages au sein des quartiers anciens. C'est nécessaire en fait pour dynamiser les centres-villes et attirer de nouveaux habitants. Et on a un enjeu majeur là-dessus, puisqu'en fait, il faut qu'on fasse concurrence, c'est nécessaire aujourd'hui, au modèle pavillonnaire qui est en périphérie et qui reste attractif et avec une attractivité qui peut ou pas, au regard du contexte de crise sanitaire que l'on est en train de vivre, être renforcée. Tout simplement parce que voilà, plus de respiration, peut-être plus de tranquillité, plus de nature à proximité des villes, mais c'est préjudiciable, Madame la ministre nous l'a dit tout à l'heure, en termes de consommation foncière. Et puis, autre point, l'intervention à l'îlot, elle permet d'inscrire l'habitat dans une réflexion urbaine plus large, comprendre l'îlot, en fait, comment l'îlot peut participer à un meilleur fonctionnement du centre-ville, aux questions de fluidité, de parcours, de piétonisation, de mobilité. Et puis, c'est aussi articuler la rénovation de l'habitat avec d'autres actions sur les commerces
sur les espaces publics et notamment aussi sur un sujet qui nous est cher, qui est la question de la place de la nature en ville voilà, de pouvoir requalifier, aérer, offrir des vues. Et tout à l'heure, la ministre l'a mentionné, faire en sorte que ça soit, il fasse bon vivre en fait et qu'on puisse faire de la qualité également. Alors peut-être dernier point qui n'a pas du tout été mentionné jusqu'à présent, c'est qu'on a quand même des moyens sans précédent et notamment je voulais signaler le plan de relance avec le fonds Friche qui est doté de 259 millions d'euros sur 2 ans, qui est un fonds qui est entièrement territorialisé et donc à la main des préfets de région et des préfets de département. Et ce fonds Friche, vraiment, ça va permettre de financer des projets qui n'auraient pas trouvé leur équilibre financier, même si on a des opérations très qualitatives, mais qui sont souvent déficitaires. Et ce fonds, il est entièrement consacré au recyclage foncier pour des projets d'aménagement urbain, pour des revitalisations de cœurs de ville, de périphéries urbaines ou des projets de requalification à vocation productive. Ça, c'est un premier point. Et puis peut-être que Valérie Mancret-Taylor va y revenir, mais on a aussi des moyens sans précédent sur les questions de rénovation énergétique avec MaPrimeRénov' dotée de 2 milliards d'euros sur 2 ans. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on se saisisse de ces éléments-là. Et puis, dernier point non plus qui n'a pas été mentionné, c'est peut-être que le programme Petite Ville de demain, sur la forme et là moins sur le fond, et les opérations notamment de revitalisation de territoire, elles offrent un cadre partenarial privilégié. Voilà, qu'on n'avait pas jusqu'à présent entre l'État, les collectivités territoriales et les agences pour agir. Je pense que l'outil ORT est vraiment un bel outil créé par la loi Elan, à la fois très souple à la main des collectivités et assez puissant. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Du coup, comme vous engagiez tout de suite le passage de relais, je vais donner la parole à Valérie Mancret-Taylor, donc directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat. Du coup, en question peut-être pour lancer le topo, comment l'ANA inscrit son partenariat dans la durée, dans la dynamique des projets Petite Ville de demain. Je peux vous passer la parole pour 5 minutes environ. Tout à fait. Bonsoir Juliette, bonsoir Stéphanie, bonsoir Yves, bonsoir Madame la députée, bonsoir à tous. Merci à la NCT d'avoir organisé cette table ronde et merci d'y avoir associé l'ANA. Et bien évidemment, on parle d'habitat déjà depuis depuis quasiment 1 heure. Et évidemment, l'ANA s'en réjouit. Et je voulais remercier aussi les représentants de l'État et de la ville de Sisteron pour leur exposé qui, en fait, dit tout. Donc, je vais essayer de résumer un petit peu tout ça et de le généraliser pour que ce soit utile à tous ceux qui participent à cette table ronde. Je crois que ce qui est important de retenir, c'est effectivement ce que tout le monde a dit depuis le début, c'est qu'il n'y a pas de revitalisation de centres anciens, qu'il s'agisse de villes, de très grandes villes ou de petites villes, sans qu'il y ait d'intervention sur l'habitat. C'est l'habitat qui est évidemment très central et donc le rôle de l'ANA est évidemment auprès des collectivités très important et j'y reviendrai. Il n'y a pas, mais en même temps, ce que je voulais dire, c'est que l'habitat ne se suffit pas à lui-même et c'est pour ça, je pense que la ministre a beaucoup insisté sur les projets intégrés et que Stéphanie y revenait à l'instant. L'ORT est effectivement un très bel outil et ça permet effectivement de traiter tous les sujets qui sont nécessaires à la revitalisation territoriale, donc l'habitat d'un côté, mais aussi les services, mais aussi la nature en ville, mais aussi la mobilité, mais aussi les équipements publics. Et donc de travailler, bien entendu, dans cette démarche intégrée, mais aussi dans une démarche programmée. C'est-à-dire qu'on sait tous, pour ceux d'entre nous qui pratiquons de l'aménagement et de l'urbanisme de longue date, que ce sont souvent des projets longs, donc il faut beaucoup de ténacité et beaucoup de patience. Il faut savoir utiliser l'ensemble des outils qui sont à disposition et puis cranter progressivement les succès et les réussites, comme la ville de Sisteron a pu nous le montrer tout à l'heure en nous présentant des opérations d'habitat indigne avec des réhabilitations qui, j'en suis sûre, ont pris un certain temps à la fois en termes de programmation et ensuite en temps de réalisation. Alors,
Ce qui est intéressant dans le programme Petite Ville de demain, c'est justement que c'est un programme intégrateur qui permet de traiter l'ensemble des sujets, mais aussi de les programmer dans le temps et d'avancer petit à petit, et donc de réaliser un projet au fil du temps, en fonction bien entendu des moyens qui sont disponibles, mais aussi du programme que se fixe une collectivité territoriale. Et ce que je voulais vous dire, c'est que dans le cadre évidemment d'une opération de revitalisation des territoires, intégrant un volet habitat privé évidemment très fécond, ou dans le cadre d'une OPA de renouvellement urbain, l'ANA est évidemment aux côtés des collectivités territoriales pour intervenir et pour traiter tous les sujets de l'habitat privé. Alors tous les sujets de l'habitat privé, je les réénonce parce que je pense qu'ils sont importants. C'est évidemment traiter la vacance de logement, c'est traiter l'habitat indigne, c'est traiter l'accompagnement des personnes âgées ou des personnes handicapées en perte d'autonomie dans leur logement, c'est pouvoir accompagner la réhabilitation, notamment en faveur des ménages les plus modestes, ceux qui sont les plus vulnérables, ceux qui ont le plus de difficultés pour pouvoir intervenir sur leur logement, pas seulement pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons d'accompagnement, de capacité d'ingénierie à être à leur côté. C'est traiter bien évidemment les copropriétés, et les copropriétés évidemment les plus fragiles, mais aussi les copropriétés qui ne sont pas forcément fragiles, mais qui ont besoin d'intervenir par exemple sur la rénovation énergétique, et évidemment pouvoir mettre de la rénovation énergétique dans toutes les interventions sur l'amélioration de l'habitat privé, puisque c'est un enjeu très très fort aujourd'hui, et avec des moyens, comme le rappelait Stéphanie Dupuillon, tout à fait considérables grâce au plan France Relance, et donc qui permet effectivement de regarder la rénovation globale des logements, qui permet d'accompagner les ménages dans des démarches globales, mais qui permet aussi d'accompagner les ménages dans des démarches pas à pas si ces ménages souhaitent intervenir au fil du temps. Alors pour ce faire, évidemment, l'ANA déploie l'ensemble de ces dispositifs d'aide aux travaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre d'une contractualisation avec les collectivités territoriales, l'ensemble des champs d'intervention sur l'habitat privé que je décrivais peuvent être contractualisés avec la collectivité territoriale de manière à accompagner les ménages dans leur démarche donc, de réalisation de travaux. Et que l'ANA accompagne aussi la collectivité territoriale dans un volet ingénierie extrêmement important qu'évoquait Yves Le Breton tout à l'heure, et qui se développe selon 3 axes. Le premier, c'est accompagner en lien avec la Banque des territoires la direction de projet, c'est-à-dire permettre à une collectivité territoriale de recruter au sein de ses services un directeur de programme Petite Ville de demain et le financer sur plusieurs années pour leur permettre de conduire ce projet et d'une manière générale plutôt à l'échelle intercommunale. Ensuite, l'ANA finance les études. C'était très bien décrit tout à l'heure par la ville de Sisteron, les fameuses études préopérationnelles, qu'on peut appeler aussi des études de diagnostic, qui permettent de connaître l'état du patrimoine et aussi l'état de son occupation, parce que le logement est occupé. C'est toute la complexité souvent de l'intervention sur le parc privé, c'est qu'on intervient en milieu occupé. On intervient aussi sur des logements vacants, mais il y a aussi du logement occupé. Donc, il faut connaître l'occupation pour savoir comment y intervenir. Et puis, évidemment, l'ANA cofinance avec les collectivités territoriales ce qu'on appelle le suivi animation, c'est-à-dire la présence en centre ancien d'équipes spécialisées qui sont désignées par la collectivité territoriale après un appel d'offres pour permettre d'avoir une présence sur place en centre-ville et donc d'avoir des mesures d'accompagnement proactives vers les ménages pour leur faire connaître évidemment les aides qui existent et pour les accompagner dans des démarches de diagnostic et de prescription de travaux et donc de réalisation de travaux dans leur logement. Donc c'est vraiment, c'est vraiment très emblématique de ce que l'ANA porte maintenant depuis, l'ANA fête ses 50 ans cette année, donc ce que l'ANA porte maintenant depuis 5 décennies, c'est une implication tant auprès des collectivités territoriales qu'auprès des habitants pour permettre à ces opérations de restructuration, de revitalisation des centres anciens de pouvoir se réaliser dans les meilleures conditions possibles. Et je le précise parce que c'est des choses relativement récentes, à l'échelle bien entendu de la parcelle, sur des opérations relativement simples ou sur des opérations très lourdes comme les opérations de résorption de l'habitat
indignes telles que le décrivait tout à l'heure la ville de Sisteron, ou sur des opérations à l'échelle de l'îlot. Désormais, l'ANA a la capacité aussi d'agir de la même manière sur la requalification d'îlots dégradés, et c'est extrêmement important pour pouvoir aérer la ville, pour pouvoir travailler sur des requalifications immobilières, mais aussi sur ce qu'on appelle à l'ANA les soustractions positives qui permettent justement à l'intérieur de l'îlot de désengorger et parfois de désenclaver aussi certaines parties du bâti. Donc voilà, tout ça pour vous dire, les dispositifs sont nombreux. Et ça permet, comme Madame Gouraud a souvent l'habitude de le dire, de pouvoir faire des opérations à la carte. Je crois que ce qui est important de retenir, c'est qu'intervenir sur ces questions d'aménagement et d'urbanisme, c'est toujours complexe. Intervenir sur l'habitat en milieu occupé, ça l'est tout autant. Sur l'habitat privé, tout particulièrement, parce qu'on fait appel à des maîtres d'ouvrage qui le sont pour une période relativement courte, celle de leurs travaux, mais qui ne sont pas des professionnels de ces sujets. Mais on peut le faire progressivement à la carte. On peut commencer avec des programmes relativement modestes et monter progressivement en puissance grâce à de l'ingénierie ajustée et adaptée. Et l'objectif étant, bien entendu, d'être dans des dynamiques de revitalisation positive qui permettent effectivement de voir à la fois se stabiliser une population en centre ancien, mais aussi de voir revenir des ménages qui, aujourd'hui, sous des enjeux de transition écologique, ont à cœur de revenir dans un type de logement plutôt en centre pour avoir accès à toutes les aménités urbaines qui ne sont pas forcément offertes par la périphérie de certaines villes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Valérie pour toutes ces précisions sur le champ d'intervention de l'ANA et le champ des possibles. Madame la députée, Madame Dubos, est-ce que je peux vous donner la parole peut-être finalement pour la conclusion de ce panorama où on a vu la parole de Madame la ministre, Madame Wargon, le témoignage sisteronais avec le témoignage à 3 voix entre État et collectivités qui nous semblait particulièrement fructueux à mettre en évidence, puis donc l'ANCT, la DGALN et l'ANA. Donc si cela vous convient, je vous donnerai volontiers les mots de conclusion sur quelle est la force, quelles sont les opportunités dans le cadre du programme Petite Ville de demain pour une thématique comme celle de l'habitat. Et puis, il ne me restera plus qu'à conclure ensuite sur le volet plus technique. Bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir invitée sur cette table ronde. Moi, clairement, la première force des petites villes de demain pour les territoires est le financement d'une ingénierie dédiée de qualité. Je me souviens que quand les opérations Cœur de Ville ont été lancées et qui ont un franc succès, quasiment toutes les communes de ma circonscription composée de 156 communes, la plus grande ayant 5000 habitants, autant vous dire que tous les élus me sont un peu tombés dessus en me disant c'est encore pour des villes plus grandes et nous. Donc concrètement, Petite Ville de demain, eh bien, c'est pour vous et pour vous. Donc, trois communes, 3 couples, je dirais, communautés de communes sont lauréates de cet appel à projet Petite Ville de demain. Créon avec 4800 habitants, Cadillac-Podensac et L'Aréole avec 4100 habitants. Autant vous dire des communes qui, sans cet apport financier d'ingénierie, ne peuvent pas avoir les capacités, même elles ont la bonne volonté, mais n'ont pas les capacités de pouvoir porter des postes pour pouvoir mettre en œuvre les bonnes idées de réhabilitation qu'elles peuvent avoir. Pour Créon, le besoin est plus orienté, par exemple, vers la question du commerce. En centre-bourg, la ville souhaite en effet embaucher à terme un manager de commerce, avoir cette dynamique autour du commerce, du service, parce que c'est là qu'est leur défaut. Pour Cadillac et L'Aréole, par exemple, on est plus sur de la requalification des centres anciens et de l'habitat dégradé. Donc, c'est vraiment pouvoir avoir une réponse adaptée en fonction des besoins d'un territoire donné et d'un bourg donné. Je dirais l'autre force principale de Petite Ville de demain, c'est de faire du coût humain. En effet, comme je viens de vous le dire, les besoins de Créon orientés plus sur la question de la réhabilitation des commerces et de l'offre de services en centre-bourg et qui justifie pleinement ce financement de postes de manager de commerce ne sont pas les mêmes de fait que sur l'Aréole où des opérations de revitalisation puissantes et le financement
de déficit foncier sont plus d'actualité. L'OPA, avec des financements très incitatifs, permet dans cette dernière commune de muscler et de recalibrer l'offre d'habitat pour de nouveaux habitants. La lutte contre l'habitat indigne, on en a eu divers exemples par les différents témoignages auparavant, en est une des priorités pour une des communes des trois retenues concrètement. Le ciblage donc de l'intervention publique et l'incitation privée dans les îlots dégradés, et on l'a vu, est une autre priorité et permet en effet d'apporter des réponses adaptées à chaque besoin et à chaque territoire. Je voulais aussi rajouter que par ce label et cette dynamique qui est apportée sur les territoires, on voit de nouveaux investisseurs privés arriver également par ce biais qui est favorisé par le label que confère Petite Ville de demain et l'ingénierie présente aux côtés des investisseurs. C'est aussi une occasion de favoriser la mixité sociale. On en a parlé, et intergénérationnelle ou générationnelle. J'ai un exemple concret sur une des communes retenues avec un projet d'habitat participatif porté par un bailleur social à La Réole et qui permettra en effet d'avoir une diversité de logements et de propositions de logements pour l'ensemble des habitants. Je crois que le programme Petite Ville de demain permet également de donner du corps à la phase opérationnelle après l'aboutissement des PLUI. On entend beaucoup parler de PLU, PLUI, et cette dynamique-là, ce label-là, permet vraiment de répondre à un besoin certes déterminé, mais d'apporter aussi un regard différent sur un territoire donné, d'apporter cette dynamique qui me semble importante sur ces petites communes. Et enfin, ça a été rappelé également sur les conventions ORT issues de la loi Elan, qui m'est chère, bien évidemment, sont l'occasion de faire bénéficier des avantages fiscaux aux investisseurs qui font le choix de rénover et d'investir dans ces territoires sur lesquels, à mon sens, ils ne seraient pas venus ou ils seraient venus en dernier, et on aurait eu encore cette fracture territoriale sur des territoires, comme je disais, une grande circonscription. Les premières communes de ma circonscription sont aux portes de la métropole bordelaise et vont jusqu'aux limites départementales du Lot-et-Garonne. Donc, on voit bien que les opérateurs vont d'abord aller dans la métropole, dans les grandes communes, puis après, au fur et à mesure, reculer, alors que là, on permet vraiment cette égalité des territoires, cette égalité qui permet à chaque commune de pouvoir avoir des projets, de les construire. Donc, peut-être en conclusion, c'est que le programme Petite Ville de demain, c'est un outil essentiel, je le rappelle, qui est adapté à chaque besoin, à chaque territoire, à chaque souhait des élus, de créer un partenariat privilégié entre les services de l'État, si je les nomme de façon générique comme cela, et les collectivités territoriales, d'apporter, je l'ai dit, un dynamisme et un regard différent sur son centre-bourg, sur comment est-ce qu'on le réaménage, comment est-ce qu'on évite aussi la création de dents creuses et l'artificialisation des sols, parce que si on apporte une dynamique dans ces centres-bourgs avec du logement en accession ou en location, on évite la construction de pavillons, et sur un territoire où on est un peu le poumon vert de la région bordelaise, ça permet quand même de recentrer l'habitat au centre-ville et de pouvoir y apporter des services et du commerce en parallèle. Donc, je dirais que la boucle est bouclée et c'est un outil fort utile. Donc, on va attendre le prochain label pour les prochaines communes. Merci, Madame la députée, pour ces mots de conclusion. Je suis une très mauvaise maître du temps. On a dépassé 18h30 et je tiens à m'excuser auprès des intervenants et des participants, mais j'avais un peu mal au cœur de vous interrompre tous, plus que je ne l'ai déjà fait, et je vous prie de m'en excuser. Donc, comme je le disais en introduction, ce webinaire sera disponible en replay sur le YouTube de Petite Ville de demain. Vous recevrez le lien si vous ne le connaissez pas. Et on a prévu également de faire un document de valorisation des 4 rendez-vous de la semaine qui s'affiche sur votre écran. Nous sommes en phase de co-construction du club Petite Ville de demain. On va prendre tout le premier semestre pour ça. Donc là, c'est une séquence assez introductive de semaine où on avait beaucoup de choses à vous dire. Dans les 3 prochains temps de la semaine, on va tester des dispositifs un peu plus participatifs. Donc, on compte sur votre bienveillance et votre participation. Et surtout, pour vos retours, on a besoin de vous pour identifier de quel sujet vous souhaitez vous emparer, de quelle façon vous souhaitez les aborder.
Et on va prendre le premier semestre tous ensemble pour bâtir un club qui soit utile pour vous et qui vous aide dans vos projets. Donc, rendez-vous dans les autres séances du club, que ce soit sur l'habitat ou autre. Et en tout cas, on était vraiment ravis de pouvoir partager ce temps d'échange sur l'habitat, donc indispensable des petites villes, point central et pas suffisant. Vous aurez compris, c'est un point majeur qui doit être également abordé dans un ensemble plus global. Et notamment grâce à différents outils opérationnels qui existent et qui sont à votre main. Donc, merci encore pour votre participation. Merci infiniment aux intervenants pour la qualité de vos interventions et votre disponibilité dans la préparation et cette séquence. Et puis, j'en profite pour remercier Héloïse Thibault au sein de mon équipe, Charline Hennig à la DGLN et Johan Sandler à l'ANA qui ont œuvré depuis plusieurs semaines pour concocter cette semaine thématique. Et on espère qu'elle vous apportera des éléments, des pistes de réflexion, des envies de partager et puis surtout des outils pour vous aider dans vos beaux projets. Merci beaucoup et bonne soirée.